Bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui à la recyclerie. Je remercie d'ailleurs chaleureusement la recyclerie et toute leur équipe pour leur accueil et leur complicité dans ce festival Où est le beau. Aujourd'hui, c'est notre second podcast en live du week-end. Et je suis ravie de t'accueillir, Quentin, aujourd'hui. Alors, toi, et donc te voir aussi en vrai, parce qu'en fait, je crois que on est nombreux et nombreux à te connaître sur Instagram, à connaître en tout cas ton compte Instagram, La Vie Partout. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous recommande de vous abonner tout de suite. En fait, avec ce compte, tu permets à tout un chacun de comprendre en fait ce qui se passe, de comprendre des mécanismes, des dynamiques du vivant. On a récemment découvert pourquoi les feuilles changent de couleur en automne, par exemple. Où sont les insectes en hiver ? Et il y a comme ça des centaines de posts que tu partages avec nous et avec lesquels tu nous livres toutes ces explications de manière hyper simple. Et ça, vraiment, il y a un énorme travail de recherche et de digestion de toutes ces informations. Donc c'est passionnant, vraiment, il faut aller voir. Des comptes comme les tiens, je trouve que c'est un peu l'antidote à notre rapport longtemps resté mutique au vivant, à la nature. Alors je sais que tu n'aimes pas trop ce mot nature, tu nous diras pourquoi. Et c'est vrai que nos modes de vie, ces dernières années, n'ont pas favorisé le fait qu'on se sente appartenir au même monde que les insectes, que les plantes, que les arbres. Souvent c'est nous et puis eux à côté. Du coup, on s'en est pas trop occupé. En tout cas, on avait une vision qui était un peu peut-être celle d'exploitation ou de ressources. Et surtout, on s'y est peu intéressé. Alors qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein. Enfin, les scientifiques nous le disent. On connaît pas grand-chose en fait de tous ces mystères du vivant en réalité. Alors que là, les grandes découvertes peut-être de ces toutes dernières années et des prochaines années vont venir du règne végétal pour beaucoup. Et si on s'y intéresse pas, comment est-ce qu'on fait finalement on peut être touché par le vivant, cette reconnexion émotionnelle entre le vivant et nous, on va dire. Donc le règne nous les humains et puis le règne des non-humains, donc tout ce qui est végétal, mycélium, champignons, etc. Et les animaux, ça semble être une urgence un peu absolue. Et la complexité de tout ça, l'idée c'est de comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour embrasser ces complexités-là et s'y intéresser, s'y attacher et s'émouvoir. Donc c'est un peu de tout ça dont on va parler avec toi aujourd'hui, Quentin. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que tu en es venu à créer ce compte Instagram La Vie Partout et nous partager tout ce que tu découvrais, tout ce qui t'a émerveillé depuis que tu es petit? Alors déjà, moi j'aime beaucoup ce qui touche à tout au monde vivant depuis que je suis petit. Genre vraiment petit, genre à base de genre des poches pleines de marron et les cailloux, parce que ce caillou-là il brille plus que celui-là, donc bref, c'est un truc qui me touche beaucoup. Il y a eu le potager de mon grand-père aussi où j'allais manger des tomates, et il y a surtout C'est pas sorcier un peu plus tard. Voilà. Après, ce que je me suis dit aussi, c'est que je travaillais dans d'autres milieux. En fait, à la base, je voulais faire de la recherche. Moi, j'aime beaucoup les fourmis, par exemple, et j'avais un petit rêve, c'était de passer mon temps à observer les fourmis et être payé pour ça, ce serait formidable. Mais j'ai pas pu le faire pour plein de raisons. Donc j'ai mis un peu le temps, et au final, tout mon petit parcours a fait que je me suis retrouvé dans les Pyrénées. C'était l'hiver, il faisait froid, et je me suis dit tiens, vas-y, je vais lancer un truc avec ce que je sais sur Instagram. J'avais une idée, donc je me suis dit vas-y, je vais lancer ça. Et ça a bien marché. Du coup, je suis content. Et j'essaye d'en faire un truc. Un truc qui essaye de partager une sorte de vision de ce qui est le vivant, de manière pas trop clivante, histoire qu'on puisse discuter de toutes ces choses-là ensemble. Et c'est assez cool. Il y a des gens qui partagent leurs témoignages en commentaire souvent. Où j'apprends plein de trucs. Et accessoirement, moi, ça me permet de passer pas mal de temps sur Internet ou dans les bouquins, et pas de manière gratuite, on va dire, avec une finalité de compréhension et de vulgarisation du sujet. Et ça j'aime beaucoup, quoi. Et en fait, tu te dis, parce que je vais être capable de l'expliquer, après, c'est en toi aussi un peu à jamais. Enfin, c'est un peu ton... Je me dis que si je suis pas capable d'expliquer quelque chose, c'est que je l'ai pas compris, en gros. Et du coup, il faut... il y a des sujets qui sont un peu chiants. Je pense que si tout le monde aime les tomates, c'est que c'est facile, parce que la tomate, c'est rond et rouge. Mais par contre, c'est vachement plus compliqué d'aimer les blettes, par exemple, pour donner un truc. Mais par contre, les blettes, c'est très bon. Mais il faut être capable d'en parler, de rendre ça un peu sexy pour qu'on ait envie de trouver ça bon, quoi. Ouais, et puis de s'y intéresser. Ouais. Voilà. Pourquoi est-ce que tu t'aimes pas le mot nature? Parce que c'est un sujet, on pourrait en parler pendant des heures, mais en gros, j'ai l'impression que quand on parle de la nature, très souvent, on l'oppose à l'humain.
En philo, sûrement qu'il y a des concepts qui expliqueront le truc beaucoup mieux que je le fais là, mais alors que globalement, nous, les humains, nous sommes constamment entourés de vivants. Et quand on parle de concept de la nature, je suis un peu curieux de savoir qu'est-ce que ça veut dire en fait. Parce que, par exemple, si on est dans une ville, aussi minérale qu'elle soit, on est dans la nature, dans l'idée. Il y a des pigeons, il y a des arbres, il y a des animaux, il y a des micro-organismes. C'est un écosystème en soi, une ville. Un écosystème plus pauvre que beaucoup de forêts, mais c'en est un quand même. Et du coup, ça voudrait dire qu'il y a un endroit qui est dédié à la nature et le reste qui est dédié à l'humain. Et je pense que là, c'est un truc qui, en termes de concept, en termes de mode de pensée, qui est, je trouve, est un problème. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas inclus dans un écosystème, mais qu'on l'observe d'à côté, quoi. Et que l'écosystème est donc du coup un lieu où on peut puiser des ressources, on peut puiser des choses, etc. Mais sauf que normalement, on est connecté avec lui. Donc, bah voilà, je préfère parler de vivant, hein. C'est mieux. D'où le titre aussi que tu as donné à ce compte Instagram, La vie partout, parce que c'est bien de vie dont on parle, que ce soit les animaux, les insectes que tu adores, mais aussi les végétaux. Ouais. Oui, c'est ça. Bah, c'est en gros, je sais pas, là on est à Paris, c'est assez marrant d'aller regarder dans les petits interstices, sur les écorces des arbres. Enfin, il y a toujours des trucs à voir en fait. Si jamais vous avez un microscope, amusez-vous à récupérer l'eau des flaques d'eau et aller regarder au microscope. Il y a vachement de trucs. Ce qui fait qu'il faut pas boire les flaques d'eau, mais il y a quand même vachement de trucs. C'est marrant parce que tout à l'heure, on faisait un tour du festival là, et puis je te voyais, tu prenais des petites photos, des petits interstices, des petites fleurs, des petites plantes qui se glissent dans les fissures, etc. C'est aussi un regard en fait que toi, tu as là-dessus. C'est parce qu'il y a une plante qui est partout, on vit vachement avec elle. Et pour moi, ça fait partie des trucs, des exemples de plantes qui ont une sorte d'âge d'or et qui accompagnent l'humain sans qu'on s'en rende compte. Là, c'était la pariétaire, on l'appelle la casse-muraille. Et elle pousse dans les interstices, dans les fissures. Ce qu'elle adore, c'est la rocaille et qui est très 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 peu de terre. Ah, ça, elle adore ça. C'est marrant parce qu'en fait, si on n'avait pas minéralisé une grande partie du territoire, la pariétaire, elle serait coincée dans les falaises, coincée dans des endroits, dans des petits écosystèmes un peu cachés, quoi. Alors que là, elle est partout. En fait, c'est un peu grâce à nous. Voilà, c'est marrant. Toi, au tout début, donc c'est les insectes qui te fascinent en premier, et ensuite, tu es arrivé, voilà, aux plantes, aux végétaux. Qu'est-ce qui te fascine le plus chez les insectes? Le fait qu'il y en ait de toutes formes. Ils sont tous plus ou moins sur le même modèle, mais il y en a de toutes les couleurs, de toutes les tailles ou presque. Il y en a beaucoup. Ah, il y a une diversité qui est complètement dingue. Mais puis c'est petit, donc en fait c'est un monde à une autre échelle aussi, donc on peut l'observer. On a la possibilité de prendre un insecte, de le mettre dans un petit bocal, de l'observer 5-10 minutes et puis de le reposer, quoi. C'est très ludique. Moi, en tant qu'enfant, j'adorais ça, quoi. Une fourmilière, c'est absolument fascinant. Une fourmilière, c'est complètement dingue. Il y a des centaines de milliers de petites bestioles qui fonctionnent ensemble, qui construisent des tunnels, qui ramènent des ressources. Elles font de l'élevage, elles élèvent des pucerons, elles font de l'agriculture, elles font pousser des champignons, certaines en faisant pourrir des champignons pour les récolter et s'en nourrir. Il fait la même température et le même degré d'humidité, souvent dans une fourmilière, quel que soit l'endroit où c'est. Donc on est mignons, nous, avec notre VMC et puis nos grands immeubles, mais elles font ça avec un truc, une fois qu'elles sont parties, ça c'est rendu à la nature. et voilà, quoi. Donc ouais, c'est passionnant les insectes. Et juste avant qu'on commence, là tu me disais, on se rend pas compte à quel point finalement il y en a de moins en moins d'insectes aujourd'hui. Et ben non, en fait on s'en rend pas compte parce que déjà, tu vois, on s'y intéresse pas assez, mais est-ce que toi tu as un message à nous faire passer en nous disant... qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui en fait? À quel point c'est un peu urgent de s'en préoccuper? Ça va être une information, mais qu'on a beaucoup, mais qui fait un peu flipper. Grosso modo, les insectes, pour faire simple, c'est ceux qui vont recycler, pour la plupart, qui vont recycler la matière organique et qui vont servir de nourriture à tous les macro-animaux. Donc ça va être plein de petits mammifères, plein d'oiseaux. Le truc, c'est qu'ils ont besoin de deux choses pour se nourrir. Très souvent, ils se nourrissent à partir des plantes. Et très souvent, ils se nourrissent aussi de tous les excréments des animaux. L'élevage, on met des antibiotiques et des antiparasitaires, donc les bouses ne peuvent plus accueillir d'insectes. Désolé, je parle de caca, mais c'est important, en fait, c'est quand même la base du truc. Et au bout du compte, en fait, ça veut dire que c'est moins bien réintégré dans le sol. Donc les plantes ont moins accès à des ressources, et les plantes dessus, on met des pesticides, néonicotinoïdes, etc. Bref, ce qui fait que du coup, il y a deux trucs qui font qu'il y a encore moins d'insectes, donc il y a moins d'oiseaux.
parce que les oiseaux mangent pour la plupart tous les petits insectivores. Si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de bader un peu, vous regardez un petit peu l'état de la faune des insectivores, et ça va pas très bien. Et du coup, ce qui est marrant, enfin ce qui est intéressant, c'est de se dire que ces derniers temps, beaucoup de gens s'en rendent compte parce qu'ils se disent mais c'est marrant, je traversais la France et j'ai pas nettoyé mon pare-brise une seule fois. Alors que vous regarderez dans les stations-service, ça arrivait tellement longtemps, tellement de fois en fait qu'on est à nettoyer le pare-brise qu'il y a des petites raclettes qui sont prévues pour ça. Et là maintenant, on a oublié qu'elles existaient, quoi. Donc c'est intéressant de se dire c'est marrant, c'est pas très vieux. Voilà. Bon après, pour finir sur une note positive, c'est que les insectes, ça a une résilience assez ouf. Ça se reproduit très vite, ça s'adapte très vite. Donc grosso modo, s'il y a 2-3 trucs qu'il faudrait qu'on abandonne, oui, voilà, c'est possible que ça revienne assez vite. Mais ça demande des changements assez drastiques. Et c'est donc des changements de comportement. Nous, en tant que consommateurs, tu vois, que personne, qu'individu, tu vois, parce que on prend conscience de ça, on se dit qu'en fait, on est complice dans notre mode de vie, un peu à notre insu et par habitude. Ça peut être vertigineux de se rendre compte qu'en fait, tout est lié et que finalement, tu vois, enfin, pour toi, en tout cas, est-ce que tu penses que le rapport au vivant, et donc du coup, pour en revenir à ce que tu fais d'expliquer, de compréhension, d'intéresser sur des choses qui sont un peu invisibles dans nos vies aujourd'hui, ça peut nous permettre d'avoir une posture un peu différente par rapport à ces non-humains, en fait, et du coup, comme on va comprendre, peut-être aussi avoir envie de s'intéresser à ça. Alors déjà, pour moi, quand on me dit il faut donner envie d'intéresser aux vivants, j'avoue que c'est un peu, ça me pique un peu parce que je me dis c'est difficile de pas être intéressé quand on voit des magnifiques oiseaux en train de se nourrir ou qu'on se balade en forêt, personne dit ouais bof, pas terrible, mouillé, humide. Je préfère ma petite chambre. Ensuite peut-être qu'il y en a qui le disent, mais c'est quand même vachement beau, quoi. Oui, mais parce que toi, t'as pas perdu ce regard-là, parce que tu t'es toujours resté émerveillé et peut-être aussi au contact. Ouais, c'est vrai. Non, je me dis qu'il faut être. J'ai l'impression que plus on s'y intéresse, plus c'est intéressant. Et que en fait, plus on se rend compte de tout ce qui se joue comme petite interaction, plus on se rend compte à quel point ça nous dépasse. Et alors complètement, quoi. Et plus on se rend compte. Si je me rappelle, j'avais eu un prof, je crois que c'était en primaire, il nous avait raconté la chaîne alimentaire. Et du coup, je me suis dit, ah mais d'accord, on fait partie du truc. Et depuis ce moment-là, je crois que j'arrête pas de penser à s'il y a cette chose-là à cet endroit, comment il est connecté avec tout ce qui est autour. Parce qu'en fait, c'est une sorte de sentiment de complétude. C'est quelque chose, c'est un truc énorme, quoi. Il y a rien qui vit seul comme ça, tout seul au milieu de rien. Il y a tout acte qui a une conséquence qui va amener quelque chose, et ça crée des liens entre tout, quoi. Et ça, je trouve ça formidable, parce que ça veut dire qu'en fait, pour même en termes de manière de vivre, il faut se demander, moi, petit individu, comment est-ce que je m'inclus dans l'écosystème global de manière vertueuse. Par exemple, pas faire de politique, mais être un consommateur, juste un consommateur, et ne rien produire, c'est très problématique. Parce que ça veut dire qu'on va prendre quelque chose et qu'on va rien rendre. Et ça, c'est un... Ça, dans le vivant, ça n'existe pas. Et ça n'existe jamais. Ça n'existe jamais. Normalement, la vie entraîne la vie. Plus il y a de vie, plus il y en aura encore plus de vie. Bon, évidemment, il y a c'est l'abondance, en fait, dans le vivant aussi. Ah oui, oui. C'est 0 déchet et 100% abondance. La notion de déchet, déjà, elle n'existe pas dans le vivant. Ça n'existe pas, un déchet. C'est une ressource pour d'autres espèces. Un arbre qui meurt, un arbre, il a plusieurs vies. Il va donc d'abord être la petite graine, commencer à pousser. Quand il sera assez grand, il va commencer à accueillir des gens, des petits insectes dans l'écorce, des oiseaux dans son bois, dans ses branches. Bref, il va grandir, etc. Il va accueillir des centaines d'animaux. Il va structurer le sol aussi. Il va apporter ses feuilles dans le sol. Donc plus l'arbre va pousser, plus l'arbre va vivre, plus ce qu'il y a autour va en bénéficier. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir, cet arbre. Il va pouvoir tomber, choper une maladie, n'importe quoi. Et en tombant, il va se désagréger. Donc le carbone va aller dans le sol. Et là, c'est pareil. Ça va nourrir toute une flopée d'insectes qui vont venir manger ce bois mort, des champignons, des bactéries, plein de trucs, qui vont nourrir encore d'autres animaux. Et ça va permettre à d'autres arbres de pousser dans les restes d'arbres précédents. Enfin, ça, c'est formidable. C'est formidable. Et ça me fait penser à un film qui est sorti, je sais pas, il y a 1 ou 2 ans, je sais plus, qui s'appelait Le Chêne. Donc c'est un film muet. Et donc c'est 1 heure sur la vie de ce chêne au fur et à mesure des saisons. Mais c'était fabuleux. Et tu te rends compte la vie qu'il y a dans cet arbre. Il y a voilà, c'était d'une poésie enfin moi il m'a beaucoup touché. Et c'est vrai que quand on se balade un peu comme ça, on a tendance à sous-estimer tout ça, en fait. Ouais, c'est pour ça que je me dis qu'il faut observer. Franchement, j'ai l'impression que c'est la seule truc
Donc c'est le seul conseil, ou j'en sais rien si c'est un conseil, je sais pas qui je suis pour donner un conseil, mais je trouve que l'observation, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Il y a toujours des trucs à observer, il y a toujours des questions à se poser. Par exemple, j'en sais rien, il y a tout à l'heure, on regardait à la recyclerie, il y a un endroit sur un mur, il y a un trait, on va dire, où il y a de la mousse qui pousse à la verticale, juste sur une zone. Et donc ça, c'est bizarre. Pourquoi ça fait ça? Mais c'est parce que toi, tu te poses des questions pourquoi à tous les trucs. Ah, mais pourquoi? C'est la meilleure question. C'est trop bien, pourquoi? Il y a comment aussi qui est un peu qui aide beaucoup, mais par exemple là je me dis en fait ça veut dire qu'à cet endroit-là il y a une fuite, il y a de l'eau, il y a cet endroit qui fait qu'il y a autant de mousse qui s'est créée là. Et je trouve que ça pose, c'est intéressant, ça permet de se poser plein de questions, quoi. Et alors du coup, comment est-ce que toi tu choisis les questions que tu vas explorer dans La vie partout? C'est des questions que tu te poses toi? C'est comment tu fais? C'est des questions que je me pose moi, et c'est des questions que je crée aussi par rapport à des sujets plus complexes à expliquer. Je trouve que c'est facile d'intéresser sur des sujets intéressants, mais que c'est compliqué d'intéresser sur des sujets chiants. Ça, c'est très très vrai. Et, par exemple, il y a une molécule qui est incroyable qui s'appelle la glomaline. D'accord. Et cette molécule, c'est une sorte de mucus collant qui est généré par les champignons et par les intestins des vers de terre. En soi, là, on s'en fout, hein, c'est pas intéressant. Voilà. Sauf que ce truc-là, dans le sol, c'est une sorte de colle biologique qui va permettre de faire le lien entre plein de molécules et de construire des trucs qu'on appelle les complexes argilo-humiques, bref, je vous passe des détails, mais de créer des trucs qui vont permettre aux champignons et aux arbres d'échanger des molécules et de se nourrir l'un l'autre, quoi. Donc là, je me dis, ok, ça c'est vraiment très intéressant, mais comment je vais intéresser? Et c'est là que je cherche de trouver une question, un truc où je vais être obligé de passer pour y répondre, je vais être obligé de passer par le stade de parler de cette molécule, je sais pas si c'est une molécule, mais bref, cette glomaline, pour arriver à répondre à la question. Donc tu crées des scénarios en fait pour que finalement à l'intérieur on arrive à. Ouais, tu nous fais passer des messages en agitant un drapeau un peu de l'autre côté en nous disant un truc un peu plus simple. Oui, c'est ça. C'est pour ça que les formats sont souvent un petit peu longs sur Instagram. C'est des carousels en fait, c'est ça. Ouais. Enfin, tu peux peut-être expliquer. C'est ta première image qui est une question et puis ensuite en carrousel on a plusieurs étapes de la réponse. Ouais. S'il y a des gens qui ne sont pas forcément à fond sur Instagram, il faut imaginer que c'est comme une page d'un magazine avec tous les petits articles qui suivent sur un sujet. Sauf que plutôt que de le lire de page en page, on le lit avec des images qui défilent de gauche à droite. Voilà. Et elles se suivent entre elles, machin, pour que ce soit agréable à l'œil. Parce que du texte, des gros trucs de texte, dans un livre, ok, mais sur un téléphone, c'est dur. Est-ce que, parce qu'il y a vraiment une communauté aujourd'hui hyper forte qui te suit sur ce compte, en commentaire et des échanges que tu peux avoir avec eux, est-ce que tu t'es aperçu que leur rapport au vivant a changé? Parce que forcément, tu vois, quand tu as une communauté qui grossit, on peut se dire que c'est super bon signe. Parce que ça aurait pu, comme tu dis, vu que c'est quand même des sujets un peu complexes, ne pas intéresser. Voilà, je trouve que le fait que des comptes comme le tien aient autant d'abonnés, pour moi, ça me rassure. Parce que je me dis qu'en fait, ça y est, on a envie de commencer à s'y intéresser et de suivre un peu tes aventures. Est-ce que tu échanges parfois avec tes abonnés ou tu as des... Ce sera très rassurant le jour où sur le compte on sera 15 millions. Là je me dis que ça. Oui, mais il faut commencer par le commencement, tu vois. Oui, non, mais je suis d'accord. C'est juste que j'arrive pas à me dire on est 150 000 dessus. À la fois je me dis c'est beaucoup et c'est pas beaucoup en vrai. 150 000 personnes. On est genre je sais plus 70 millions en France, je crois. C'est une goutte d'eau, une grosse goutte d'eau, un seau à la limite. Non, mais j'ai pas l'impression que ça ait changé spécialement. Juste il y a des gens qui m'envoient des photos de ce qu'ils ont vu. Ils disent hey, je sais ce que c'est ça maintenant. Et ça c'est cool. Ça j'aime bien. Ou qui m'envoient des trucs et je sais pas ce que c'est pour le coup. J'ai reçu il y a un champignon qui me rend le bois bleu qui s'appelle la Pésis turquoise, qui était utilisée en marqueterie avant. Il paraît quelqu'un m'a dit qu'elle était encore utilisée en marqueterie, mais j'ai pas trouvé de photo donc je sais pas de quoi je parle. Mais en gros avant ça l'était. Et c'est un bois, c'est super beau. C'est une sorte de bleu gris. C'est vraiment très très beau. Et ce bois-là, il y a plein de gens j'ai fait un post dessus, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des images pour me dire j'en cherche maintenant, et ils en trouvent. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que du coup, il y a d'autres gens qui m'envoient d'autres photos avec un autre champignon qui fait le bois bleu, c'est pas le même, mais je peux le partager en commentaire, partager en story, et qu'il y ait des gens qui connaissent mieux les champignons que moi, et on a l'info, quoi. Ça, je trouve ça trop bien. Ouais, ça c'est trop bien, il faut continuer. Et est-ce que tu vois ton rapport, qui était toi aussi de vouloir comprendre comment ça fonctionnait, parce que c'était un peu ces mécanismes qui t'intéressaient, est-ce que tu as aussi un rapport esthétique en fait au monde vivant? Est-ce que sa beauté t'émeut et est-ce que tu vois il y a quelque chose de cet ordre-là, une relation émotionnelle que tu vis avec le vivant? Je sais pas.
Oh non, mais tu sais, le vivant, c'est une ressource. Non, je sais non, 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 mais bien sûr, en fait, c'est tout le temps. Tout le temps. Mais même pour mon équilibre mental, par exemple, rien que ça. Parce que tu vis aujourd'hui dans la montagne? Ah oui, oui, bah, je vis dans les montagnes. Je vis dans un village qui est dans les Hautes-Pyrénées. Et oui, on est entouré de montagnes. Et bah, j'aime bien la montagne parce que c'est difficile de l'exploiter vraiment très fortement. On n'a pas de champ de monoculture, par exemple, autour de chez nous. Il y a une autre type d'agriculture intensive. Ça, on n'en reparlera pas là, mais du coup, ça fait qu'il y a des forêts qui sont assez anciennes. Il y a des forêts avec des buis encore, alors que les buis, ils ont un peu disparu partout. Donc, Pourquoi ils ont disparu, les buis? parce qu'il y a une chenille qui est venue manger les buis. Je ne pourrais pas expliquer la raison pour laquelle elle est venue là, mais et en gros, ils ont mangé une grande partie des buis qu'il y a partout en France. Des montagnes et des endroits se sont retrouvés pelés d'un coup en quelques années de plus un seul buis. Et ça fait bizarre parce que c'est un arbre qui est vraiment particulier, le buis. C'est un arbre qui pousse très lentement, qui fait des petites feuilles qui sont persistantes, qui du coup accueille souvent beaucoup de lichens. Il y a beaucoup de vieux lichens qui poussent dessus. Souvent, quand on se balade dans une forêt de buis, le premier truc qu'on se dit, c'est « Oh, c'est une forêt magique en fait ». C'est particulier, il y a les rayons du soleil, ils percent pas pareil, Ouais, pas pareil. au travers le buis qu'au travers du hêtre, par exemple. Parce que ces feuilles, elles sont plus Ouais, épaisses aussi, non? Elles sont toutes petites, ouais. Bah, vous connaissez les buis en pépinière et tout, on en a mis partout. Et en vrai, je pense que c'est beaucoup à cause de ça que la chenille, elle est venue, elle est passée d'écosystème en écosystème. Mais bon, les chercheurs en parleraient mieux. Du coup, bref, cet arbre-là, quand tu parlais de rapport à l'esthétique, etc., ça, c'est hyper important, quoi. Puis il y a plein de choses. J'aime beaucoup les fleurs. Les fleurs, c'est vraiment quelque chose qui me touche depuis que je suis petit. Et je trouve ça merveilleux d'avoir des fleurs qui vont apparaître une semaine parfois 2 jours. Que pendant un temps, il y aura des fleurs qui vont apparaître, genre la ficaire par exemple, elle va apparaître parmi les premières, ou la violette qui vont apparaître parmi les premières au tout début de l'été. Et quand elles apparaissent à ce moment-là, tu sais que l'été a commencé. Et moi, ça me touche beaucoup, c'est trop joli. Et les plantes, elles savent mieux que nous si le printemps est vraiment là ou non. Elles ont plus une mémoire qui est très longue, génétique, on va dire. Et ça, je trouve ça merveilleux. Et en plus, plus on s'intéresse à ça, plus on voit des fleurs et des plantes tout le temps. Plus on reconnaît des plantes, plus elles vont s'allumer dans le paysage. J'aime bien parler du gazon, par exemple. Il y a plein de gens qui considèrent que le gazon, la belle pelouse, la monoculture de gazon, c'est beau. C'est ça le beau, ouais. Voilà, un beau jardin. Ça c'est le beau, ça. Après, chacun son point de vue, mais... Toi, tu préfères la prairie. Bah, vu que je connais les plantes qui poussent, c'est quand même assez cool voir que tu peux communiquer avec elles. Souvent, elles se mangent en plus. C'est pour ça que je parle beaucoup des plantes et pas des insectes. C'est que souvent, on a un rapport qui est donc de l'ordre de l'alimentaire ou du médicinal avec les plantes. Et du coup, on a vachement moins tendance à avoir envie de couper une plante qu'on peut manger, quoi. Ouais. Voilà. Donc, je me dis, il y a ce truc-là aussi. Hein. Ouais, et puis aussi, je trouve la beauté de la résilience. Enfin, là, moi, j'ai passé quelques temps en Espagne. Et donc, tu vois, sur ce littoral qui était aussi très aride, etc. Et sur des bouts de roches, mais vraiment, tu te disais, mais il n'y a rien qui va pousser. Tu avais une toute petite fleur comme ça qui arrivait. Et là, un truc mais énorme, une fleur mais sublime, aux couleurs incroyables. Tu te dis, mais comment t'es arrivé là? Comment t'as fait pour venir? Et ça, je trouve que c'est des émotions qui sont vraiment fortes, quoi. Je trouve ça formidable, ça, de voir que dans les endroits où on s'attend à rien voir, c'est là qu'il y a il y a 2 plantes que je trouve folles pour ça. Les joubarbes. Elles ressemblent à quoi? C'est des sortes de plantes qui ressemblent à... Souvent, on parle des plantes succulentes. Celles qui sont un peu des plantes grasses, quoi. C'est ce genre, genre de plantes grasses, quoi. Si jamais vous écoutez ce truc-là, ou que notez-vous joubarbe et une autre plante qui s'appelle les sédums. Ça a l'air de rien. Bon, c'est déjà assez joli, je trouve, à garder comme ça. Mais la floraison du sédum et des joubarbes est magnifique. Ça fait une espèce de grappe de fleurs blanches ou une colonne de fleurs pour la joubarbe. Et ça apparaît sur des endroits où tu penses que c'est le désert. Et ça, c'est quand même, c'est quand même assez dingue. Hein. La vie, elle va absolument partout, quoi. Tu sais, quand j'ai interviewé Francis Allais, il nous parlait de cette expérience un peu inédite que lui nomme, et je crois que beaucoup de scientifiques ont réussi à nommer. En tout cas, il parle de sentiment océanique. Et c'est un peu, je crois aussi, une sensation qui est un peu proche de ce que Jean-Pierre Gou, qui travaille beaucoup sur l'overview effect. Donc l'overview effect, c'est le fait de voir comme ça la Terre ronde en face de nous, provoque chez nous les humains. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti ça? Ces chocs esthétiques comme ça, ultra puissants, est-ce que ça fait partie de ton quotidien? Est-ce que il y a des intensités différentes? Est-ce que... Alors, j'avoue que
j'ai du mal à le conceptualiser, à voir ce que c'est. Peut-être que c'est parce que je l'ai peut-être pas ressenti, ou alors je sais pas. Moi, ça rejoint un peu le fait de voir un écosystème complet, ça me fait quelque chose. Le fait de voir qu'il y a tout qui se connecte et qui crée une sorte de. C'est pas un mouvement, ça crée un truc, quoi. Tout est lié. Voilà. En fait, à l'inverse, non pas que j'aime voir le verre à moitié vide, hein, c'est pas ça. Je souffre beaucoup quand je vois des écosystèmes abîmés. Vraiment, c'est terrible. Quand on va dans un endroit où on voit qu'il n'y a plus d'arbres et que je sais qu'en gros, à cet endroit-là, s'il y a ça, ça veut dire qu'il y a un tracteur qui est énorme, qui doit pouvoir ramasser tout ça, que probablement l'agriculteur, il n'a pas le choix de faire ça. Parce qu'en fait, c'est pas lui qui décide. Probablement, c'est à d'autres endroits, je ne le nommerai pas, mais qui décide à sa place. En fait, ce n'est que souffrance, tout ça. Alors que normalement, dans un écosystème complet, la souffrance, il y en a pas tant, quoi. Même la prédation, c'est plus un rapport d'échange, quoi, que vraiment une souffrance. Donc je suis là, ouais. Ça veut dire que pour nous, produire une ressource pour une seule espèce, ça se fait au détriment de toutes les autres. Donc peut-être qu'en contraste, quand j'arrive dans un écosystème complet, là je ressens ce sentiment. Oui, mais alors que chez des personnes, enfin en tout cas moi, j'ai l'impression que j'ai un peu touché du doigt quand là j'ai passé beaucoup de temps en nature, ce sentiment un petit peu parce que j'avais l'impression que c'était un peu comme un état un peu méditatif et presque quand tu regardes comme ça, quand tu es au milieu de la nature et que tu es plongé dans ces paysages, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te regarde en retour en fait. C'est sûr. C'est vraiment. Alors, ça fait un peu perché, tu vois, de dire ça, je sais pas, mais. Non, mais c'est juste. Moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Donc, il y a une étude que j'ai bien aimée, j'ai bien aimé, c'est pas une question d'aimer ou pas aimer, mais qui est intéressante. C'est souvent on dit le jardin et les balades en forêt, c'est bon pour la santé mentale. Et il y a une étude qui a été faite qui a prouvé, après bon, il faudrait relire l'étude dans le détail, mais que pour la santé mentale d'un humain, c'est bien qu'il soit entouré d'une quarantaine d'espèces de plantes différentes. 40 plantes. Voilà, et 40 plantes, ouais, 40 plantes. C'est quand même beaucoup, non? Et bah, c'est très peu, en vrai. D'accord. 40 plantes, c'est très peu. En ville, on les a. Ah, je pense pas. Quand on va dans une allée de platanes, il y a des platanes. Mais quand on va à n'importe quel endroit qui est en dehors de la ville, 40 plantes, en 5 minutes, on les a vues, quoi. Rien qu'une pelouse, dans une prairie ou un truc comme ça, de manière visible, il y a déjà 15 plantes. Donc, je compte pas les arbres, je compte pas les mousses, je compte pas les quelques plantes horticoles qu'on a pu planter. Et il paraît que ce serait lié au fait qu'il y a très longtemps, c'était un signe d'abondance, un signe qu'on allait pouvoir trouver à manger. Voilà. J'imagine que les anthropologues scientifiques me diraient que c'est probablement un peu faux, mais moi je me dis que c'est un peu vrai aussi, et j'aime bien le savoir. Et il faudrait que je retrouve cette étude pour en parler plus précisément, mais ça doit être lié au fait que, voilà, que pour des gens qui sont un peu tristes, aller en forêt, ça fait du bien, quoi. Et donc toi, enfin, d'habitude je la pose un peu à la fin cette question, mais je me dis que peut-être c'est bien qu'on entre là. Donc ces émotions, ce que ça provoque en fait de voir voilà, l'épanouissement du vivant autour de nous, c'est ce bien-être. Pour moi, je le lis aussi un petit peu à cet émerveillement et donc au beau. Quelle serait, toi, la définition du beau que tu pourrais partager avec nous Alors, j'ai réfléchi à cette question et elle est vraiment difficile. Personnellement, ce que je trouve beau, c'est ce qui va me procurer un sentiment de joie qui va comme m'enlever une partie de brouillard dans mon esprit, on va dire ça comme ça. Et que ce brouillard-là, du coup, j'ai envie d'être en contact avec toutes les choses qui enlèvent ce brouillard. Chez moi, par exemple, ça va être d'enlever les objets, non pas les objets inutiles, parce que ce serait dire qu'il y a des choses qui sont utiles, donc belles, et d'autres inutiles, donc pas belles, ce qui est faux. Enfin, non, mais ça, c'est pour toi, en fait, c'est très personnel, le beau. Donc, mais ça va être il y a des choses qui sont, par exemple, de mauvaise qualité, qui n'ont pas vraiment d'usage, qui n'ont même pas un usage ne serait-ce qu'esthétique. Et ces choses-là, je considère que il faut que ça s'en aille. Et dans mon jardin, ou autre chose comme ça va être appliqué là-bas aussi. C'est-à-dire que, par exemple, je trouve qu'on ne fait jamais rien de plus beau qu'une fleur. C'est difficile de faire plus beau que ça. Globalement, quand on va dans un bocage qui a été pourtant un milieu artificiel, qui est créé par les humains, la manière dont les choses s'agencent, dont sont entremêlées, la non-frontière entre les mondes humains et non-humains, tout est harmonieux, il y a quelque chose, quoi. Et ça, c'est... Après, c'est quoi l'harmonie? Ça, c'est une autre question, mais du coup, il y a un truc, quoi. Et ça tout à l'heure, voilà, je parlais du sentiment d'être bien, en fait.
C'est le beau. Le beau, ça touche à ça, je pense. Bien sûr. Et est-ce que aussi cette sensation-là de joie dont tu parles, ben, ça a un impact aussi dans la façon dont tu te nourris aujourd'hui. Enfin, tu vois, tout ce que tu apprends et de manière de plus en plus intense là, depuis que tu fais la vie partout, est-ce que tu as vu des impacts chez toi dans ton quotidien, dans ce que tu as envie? Je sais pas si j'ai changé parce que je crois que j'ai plutôt renoué avec ce que je pensais juste. Donc Et tu c'est t'étais un peu écarté par Alors, avant? en ville, c'est compliqué, hein. Mm. En ville, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de ne serait-ce que faire pousser du basilic. Donc ouais, forcément là, c'est plus facile, quoi. C'est plus facile de se dire que si tu dépenses de l'argent pour acheter à manger, l'argent il va être versé à ta pote qui fait du fromage de chèvre, à ton pote qui produit des légumes. Bon voilà, c'est un truc tout con. C'est du coup les choses qu'il y a autour. En fait, je crois beaucoup à un truc, c'est que la distance mise entre ceux qui nourrissent et ceux qui mangent crée du coup une disharmonie. Mm. Et que c'est embêtant parce qu'il n'y a personne qui est heureux là-dedans. La personne au bout de la chaîne, elle mange un produit de mauvaise qualité, souvent enrobé dans du plastique et souvent très cher. Mm. Et celui qui est au bout de la chaîne, il va se nourrir de quelque chose, il va produire quelque chose de mauvaise qualité, souvent enrobé dans du plastique, et lui, il va rien toucher. Il va rien toucher. Ouais. Voilà. Et on en parlait en fait. Aujourd'hui, les gens qui nous nourrissent ne vivent pas, enfin bien en fait. Ouais, l'agriculture est subventionnée, du coup c'est compliqué. Mais c'est pour ça que du coup, moi, je me dis, Mais comment on fait pour, tu vois, on va pas que ça devienne pas manger bien, vivre bien, un truc de riche en fait. Ça serait parce qu'on voit que le vivant le fait tout seul sans. c'est que oui, le truc, c'est que plus moins on est indépendant, plus on a intérêt à avoir de l'argent pour pouvoir avoir accès à des ressources de qualité. Mm. Donc en fait, faut et c'est terrible, hein. Enfin, faut se mettre à, c'est un fait entre guillemets. Enfin, je crois. Du coup, est-ce que c'est un fait? Mais par exemple, je crois profondément que avec ce dont nous sommes dotés, notre capacité de travail, notre capacité de vision d'ensemble du monde De vivant, créativité aussi. de créativité, tout ça va ensemble. On est en mesure de produire des choses et que produire une partie de ce qu'on consomme, ça peut entraîner un modèle plus vertueux. Voilà. C'est pas très vieux le fait qu'il y ait des supermarchés. C'est pas très vieux le fait qu'on n'ait jamais vu l'animal qu'on mange. C'est pas très vieux de pas savoir comment pousse un navet, une carotte. C'est pas très vieux tout ça. Mm. C'est une question politique, je pense aussi. Oui, Et de se rendre plus responsable et plus informé. Oui, puis aussi, je pense que quand on fait des prises de conscience comme ça, il y a des trucs où on revient pas en arrière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qu'on va un peu avoir qu'on va plus désirer finalement, qu'on va cesser d'acheter, des comportements qui vont vraiment changer. Et ça, si on est, alors moi je le vois à mon échelle, mais finalement, je vois autour de moi qu'il y a beaucoup de gens aussi chez qui ça fait ça. Donc en fait, je me dis, il y a peut-être aussi un truc silencieux qui est en train de se passer, qui est pas si minime que ça, parce que Peut-être. comme il n'y a pas de retour en arrière, j'ai l'impression qu'en fait, on est en train de vivre en ce moment peut-être quelque chose qui va arriver à la surface et ben voilà, peut-être faire une bascule, en tout cas des alternatives, tu vois, à d'autres arts de vivre. C'est comme un nouvel art de vivre en fait, peut-être. Oui, c'est possible. Le truc, c'est que ça fait pas très longtemps vraiment que tout ça, qu'on est un petit peu déconnecté de tout ça. Je trouve que vraiment, il y a une bascule dans les années 70 vraiment qui s'est faite, qui était assez drastique, je Ouais. trouve. Donc bon, c'est que ça peut être, on peut tourner dans l'autre sens, quoi. Ouais. Mais je pense que c'est illusoire, par contre, de croire que la consommation et le fait d'être dépendant de modèles de production où on n'est pas en contact avec ceux qui produisent, où il y a plusieurs types de personnes et de cercles qui nous séparent de là. Des intermédiaires. Penser que par des choix de consommation et que par des décisions politiques, enfin, les décisions politiques sont importantes, mais ça va nous permettre de nous déresponsabiliser de ce qui se passe. C'est un choix, C'est personnel. c'est à soi de bouger, hein. Mm. C'est important. Si on bouge pas soi, il y a rien qui bouge, hein. Mm. Ouais, mais moi, je suis assez positif là-dessus. Et on en parlait tout à l'heure. Je pensais que la créativité, finalement, peut-être qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont occupés à faire un peu autre chose, mais que quand progressivement, on va faire ces prises de conscience un peu chacun. Alors après, ça vient il y en a certains, ils commencent par la nourriture, d'autres, ça va être comme moi, un peu sur les objets, les matériaux, d'autres encore autre chose. Mais à la fin, on partage quand même tous le même constat et l'envie de faire autrement.
Et donc, ce truc-là, je pense qu'à un moment donné, la créativité, peut-être qu'on manque juste d'imagination. Il y a des trucs qui n'ont pas de lien, on fait pas de. Et ça va se mettre en place aussi. C'est peut-être des initiatives entrepreneuriales, je crois aussi, qui vont pouvoir naître de tout ça, peut-être. Tu vois. Oui, peut-être, ouais. Moi, je pense surtout qu'on manque de temps. Enfin, c'est très con, mais j'ai l'impression que la créativité, elle est liée au temps. Et le temps, en fait, finalement, tout le monde dit qu'il manque de temps. Le temps, c'est de l'argent, etc. C'est un peu lié. Hein. Mais le fait qu'on manque de temps, bah, je trouve on ça... est tellement sollicité aussi, tu vois. Et bah voilà, c'est ça. Et c'est là que je voulais en venir. C'est qu'en fait, on manque pas de temps. Je vous coupe Internet, je vais pas faire ça. Hein. Mais tous les gens que je connais qui n'ont pas Internet et qui n'ont pas de smartphone, qui n'ont pas de... Ils ont énormément de temps. Et beaucoup de temps, vraiment. Il y a des gens qui se font de la vannerie, de la poterie, qui se mettent à faire qui se mettent à travailler dans l'artisanat et tout. Ces gens ont du temps. Enfin, c'est que je tape pas hein, sur un mode de vie particulier. C'est juste que pensons au temps qu'on passe sur Internet. Et j'en suis le premier. Enfin, mon compte est sur Instagram, donc évidemment, mais le temps qu'on passe sur Internet, qu'on passe à regarder des films, à regarder Netflix, etc. Tout ça, c'est super. Hein. Je dis pas l'inverse. Hein. Moi, j'aime bien hein, aussi. Hein. Mais c'est du temps qui nous est pris de création pure. De nous rendre acteurs, d'être acteurs, d'avoir la possibilité de faire quelque chose. Et ça, la créativité, c'est pas que être artiste, c'est pas que, enfin, c'est tout le monde en fait. Et puis c'est aussi avoir, parce qu'on a tendance à avoir un rapport excessif avec ça. Instagram, c'est génial. Et moi, je m'inspire beaucoup d'Instagram et je passe quand même beaucoup de temps dessus, mais je me suis mis une limite de temps que j'essaie de respecter. Et voilà. Alors il y a des jours où c'est plus, il y a des jours où c'est beaucoup moins. Mais c'est s'auto-réguler soi-même en fait. C'est ça qui est un peu compliqué. Parfois de dire bon bah non ça je sors d'Instagram parce que tous ces algorithmes font qu'en fait ils sont étudiés pour qu'on ait toujours envie de rester sur ces trucs là. Donc puis même la récompense. Mais bon, après je sais pas si c'est trop le sujet, mais il y a un truc petit truc comme ça en passant. Faites le test pendant un week-end de supprimer toutes vos applications de vos téléphones. Juste pendant un week-end. Supprimez les applications parce que du coup ça va enlever les micro-temps de pause où on va scroller 10 minutes en étant chiotte, en étant sur le canapé. Et tous ces petits moments-là, en fait, à la fin du week-end, ça fait 5 heures, souvent. Et 5 heures, enfin moi je sais pas, je fais vachement de trucs en 5 heures. En supprimant les applications, c'est intéressant. Bref. Oui, puis c'est aussi peut-être avoir des idées de faire autre chose de ce temps, enfin des choses qu'on n'avait jamais faites. C'est ça. Et donc là, il faut aussi qu'on sorte un peu de... qu'on aille chercher nos désirs en fait aussi. Du coup, avec ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on aime faire? Enfin, qu'est-ce qui nous touche? Qu'est-ce qui nous met en émotion? Ça, comme on a, c'est pas évident cette question du désir. Mais je crois qu'il est impératif qu'on se la pose aujourd'hui. Enfin, en tout cas, je pense que on sera tous beaucoup plus heureux si on sait ce qui nous. Bien sûr. Ouais. Si on prend le temps de savoir de manière singulière, et ça va sûrement pas être ce que tu as pareil pour ni toi ni moi ni voilà, mais c'est Je crois aujourd'hui, et là comme ça on pourra arriver vers la fin de cet épisode, ce temps long et le fait de vouloir raconter tout ce que tu découvres aujourd'hui autour du vivant, tu as eu aussi envie de le partager d'une autre manière que sur Instagram. Et là je crois que tu viens de lancer ton podcast. Ouais, j'ai lancé un podcast qui va parler à peu près pas de la même chose, sur un format un peu différent de ce dont je parle sur le compte Instagram. Du coup, ce podcast, c'est... tout ce que je fais, c'est comprendre le vivant pour savoir comment le préserver. Et ce podcast, ce sera ça aussi. Le premier épisode est sorti le 4 décembre. Et il est sorti actuellement sur Spotify, Deezer, enfin un peu partout sauf Apple Podcast, en gros. Parce que Apple Podcast, c'est plus long. Mais le jour où ce podcast-là sera sorti, probablement que ce sera déjà dispo. Le premier épisode parle de la naissance du sol. Parce que le sol, c'est la matrice du vivant. Sans sol, il n'y a pas d'arbre. Et il n'y a pas de vie. Parce que sans sol, il n'y a pas de plantes. Il n'y a pas de champignons. Il n'y a rien, en fait. Et donc, du coup, il n'y a rien. Pardon les géologues. Mais en gros, voilà, sans le sol, il n'y a pas grand-chose. Et le sol, c'est quelque chose qu'on croit acquis. Et pourtant, c'est pas le cas. Et c'est vraiment passionnant. Et j'ai essayé de créer des épisodes de 10 minutes, agréables à écouter, sur des choses qui composent le vivant. Et où à la fin, normalement, on est censé se dire, quand on sort dehors, se dire « Waouh, ce truc-là, je le connais mieux !» Voilà. Ouais, c'est génial. Et tu vas en sortir tu sais un peu le rythme et comment tu vas faire? Alors, je crois qu'il y a la monteuse qui est dans la salle. Du coup, je pense un par semaine.
ce serait bien. Mais Ça serait ce trop bien. ce sera très compliqué. Non, je pense qu'il y en aura, pour cette saison-là, il y en aura 9. Hmm. J'en imagine 9. D'accord. J'imagine que la saison 2, parce que je suis en train de penser à la saison 2, si jamais ça réussit à intéresser un peu de monde, il y aura une deuxième saison sur des sujets un peu plus vastes. Là, j'ai envie qu'on explore un peu la forêt, qu'est-ce que c'est qu'une forêt, qu'on explore le sol un petit peu, qu'on explore un peu comment s'organise le vivant. Donc pour comment, en gros, s'il y a un chantier, par exemple, qu'est-ce qui va d'abord venir pousser sur ce chantier, comment est-ce qu'on va dépolluer un sol, en gros, comment vivre et en communier avec les plantes pour arriver à quelque chose de plus vaste et de sans acteur, en fait, avec ça. Et en deuxième partie de podcast, ce que j'aimerais bien faire, c'est d'aller parler de sujets de société qui nous lient, nous, humains, avec ça, et notamment, par exemple, est-ce que la chasse, c'est un problème est-ce que les forêts françaises sont bien gérées, par exemple? Que des questions comme ça, parce que moi, j'en sais rien, en fait. La chasse, on en parle beaucoup. Moi, je pense que c'est pas génial de massacrer plein d'animaux comme ça, mais je pense que globalement, si moi j'avais besoin de manger de la viande, je serais bien content de pouvoir tuer un cerf. Voilà, donc je pense que c'est un sujet intéressant. Non, c'est trop bien. Bah écoute, bravo, parce qu'on a besoin plus de podcasts comme ça. Peut-être que pour terminer ce podcast, je peux te poser cette question de qu'est-ce qu'on peut se souhaiter un peu, tu vois, collectivement. Tu vois, un truc un peu pour finir sur une note un peu positive, un élan. On peut se souhaiter que ça aille mieux. On peut se souhaiter d'avoir un regard plus amoureux sur ce qui nous entoure, parce que c'est en ayant ce regard que ça nous reviendra aussi. C'est un regard qui est gratuit, c'est le fait de chérir un peu ce dans quoi on vit, et que normalement, si on respecte un peu tout ce qui nous entoure comme des choses extrêmement précieuses et belles, et je crois que le monde irait un peu mieux. Je suis mille fois d'accord avec toi. Merci beaucoup, Quentin. Merci.